Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Patrice Lebatteux, avocat, praticien averti du droit de l'immobilier et de la copropriété, président honoraire de la Chambre nationale des experts en copropriété, membre fondateur du GRECO et membre du CNTGI. Interroger Patrice Lebatteux sur l'évolution du droit de la copropriété, c'est assurément pouvoir nourrir une réflexion riche et tout en nuances sur un texte, la loi du 10 juillet 1965, qui aura bientôt 60 ans, mais aussi et surtout sur un environnement, la copropriété, où l'humain ne peut être dissocié du juridique si l'on veut penser juste. Bonjour Patrice Lebatteux. Bonjour madame. J'aimerais que nous commencions cet entretien en évoquant Pierre Capoulade, le père du statut de la copropriété et principal rédacteur de la loi de 1965. 60 ans plus tard, ce texte de la loi de 65 est-il encore fidèle à la conception que se faisait Pierre Capoulade du statut de la copropriété ? Pierre Capoulade et Jean Foyer, c'est oui. En réalité les co-rédacteurs, et deux hommes de lettres, et en même temps d'ailleurs un très grands juristes. Et Pierre Capoulade et Jean Foyer avaient essayé surtout de faire une loi dont l'un des principes était la clarté, essentiellement des textes, avec des définitions très précises. Nous avons un article 17 d'origine dans la loi de 1965 qui dit toute la copropriété, une phrase. L'Assemblée générale décide, le syndic exécute, sous le contrôle éventuel du conseil syndical. Voilà une phrase parfaitement ciselée que Henri Bell aurait beaucoup aimé, sans doute. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis lors, le texte, bien sûr, s'est alourdi. Il s'est alourdi dans un sens de consumérisme, de protection des copropriétaires. Il s'est alourdi dans un sens technique. Nous avons de plus en plus de textes qui sont essentiellement, je veux dire presque des équations. Lorsque on lit les arrêtés ou les décrets d'application des dispositions sur Grenelle 2, on se rend compte que nous sommes dans un domaine quasiment incompréhensible pour la plupart de nos concitoyens. Donc, et puis aussi une loi qui, à l'origine, ne pensait pas qu'il y aurait des problèmes de sécurité qui fait que, par exemple, dans les premiers textes, on devait avoir une porte d'immeuble qui pouvait être fermée à certaines heures. Avec la sécurité, aujourd'hui, le texte est inverse. Le texte nous dit que l'Assemblée générale décide des heures d'ouverture de la porte. Donc, en principe, elle est fermée. Il décide également que la police ou la gendarmerie peut entrer dans l'immeuble dans certaines conditions. Donc, tous ces problèmes de société qui sont entrés dans la loi de 1965 au point de l'alourdir et d'éloigner en quelque sorte le texte de la conception d'origine telle qu'elle avait été voulue par Pierre Capoulade et Jean Foyer. Au point que 60 ans plus tard, à vous entendre, on doit plutôt questionner la loi plutôt que la célébrer ? Oui, ça de toute façon, il faut la questionner, mais on a déjà pas mal questionné la loi. Justement, vous parliez du GRECO tout à l'heure, dans le cadre duquel nous avions élaboré des modifications. Certaines ont été reprises directement par le législateur avec la loi Elan, d'autres ont été refusées, comme le conseil d'administration des grandes copropriétés. Mais il est vrai que la loi de 1965 avait un défaut. À l'origine, elle se voulait universelle. Et on s'est rendu compte que finalement, elle n'était pas adaptée à toutes les hypothèses et à tous les modes d'occupation. La loi de 1965 est une loi sur l'habitat. D'ailleurs, le même jour, le 10 juillet 1965, on a eu une loi sur la vente des HLM. Bon. Donc c'était une loi sur l'habitat. Et en réalité, on l'a appliqué au bureau, on l'a appliqué à bien d'autres situations. Vous avez même les EHPAD, dont les chambres sont vendues en copropriété. Oui. Donc tout ça fait qu'on peut s'interroger sur l'évolution de la loi. Enfin, la suppression, non. Je sais bien que Claude Giverdon, par exemple, a dit à partir de 1994, date à laquelle on a fait intervenir la puissance publique dans la gestion des copropriétés en difficulté. Il a dit on va vers le démembrement du statut. Bon. Alors je ne sais pas si on va vers la disparition du statut de la copropriété pour toutes les raisons que j'évoquais rapidement, mais je pense plutôt qu'il faut se questionner effectivement sur la simplification. On a essayé, ça n'a pas très bien marché, mais peut-être sur un peu moins de contraintes réglementaires. Ça, peut-être que c'est l'évolution qu'on pourrait souhaiter.
Quelles sont les plus grandes faiblesses de ce texte? D'origine ou actuelle? Actuel. Actuelle, c'est surtout sa Oui. lourdeur. C'est surtout le fait que les professionnels, comme les copropriétaires, ont le plus grand mal à appliquer la loi. D'ailleurs, le législateur en est conscient. Il prend des textes parfois très contraignants, mais sans sanction. Bêtement, l'obligation pour le syndic d'afficher plus d'1 mois avant la date de convocation de l'Assemblée générale son intention de convoquer l'Assemblée. Moi, j'ai jamais vu aucun immeuble dans lequel cet affichage s'est fait. Donc, je crois qu'il faut éviter de multiplier ces textes. Et en dernier lieu, je donne un exemple de faiblesse alors caractérisée. La loi du 9 avril 2024, qui a créé le statut du syndic d'intérêt collectif, etc. Oui. C'est très bien. Et dans cette loi, on veut favoriser les travaux, encore une fois, d'économie d'énergie. Parfait. Alors, on a inclus dans la loi de 65 une disposition permettant à un copropriétaire de demander l'autorisation à l'Assemblée générale de faire des travaux sur la toiture ou sur le plancher du rez-de-chaussée pour permettre donc cette économie d'énergie, faire ces travaux à ses frais. Bravo. Enfin, pas tant que ça. Parce qu'il y avait déjà un article depuis 1965 dans la loi qui autorise tout copropriétaire à solliciter de l'Assemblée générale l'autorisation de faire des travaux sur les parties communes et qui a même prévu un recours au juge en cas de refus de l'Assemblée générale permettant au juge d'autoriser ces travaux, alors que la nouvelle disposition qui vient de nous donner et qui n'ajoute rien au texte antérieur n'a même pas prévu de recours au juge. Donc c'est là où véritablement l'adjonction, l'empilement des textes avec des normes souvent très difficiles à comprendre, manifestement, c'est une erreur à mon sens et il faut revenir à un peu plus de raison. Une erreur du législateur qu'on peut noter à bien d'autres occasions dans notre système juridique. Je ne me permettrai pas. On sait d'ailleurs que ce droit est devenu complexe et vous l'avez rappelé. Comment est-ce qu'on appréhende désormais ce droit de la copropriété de façon pragmatique alors que viennent en concurrence, et vous avez déjà dit les difficultés, d'autres droits comme le droit de l'environnement ou le droit de l'urbanisme? Déjà, oui, il y a un premier problème, c'est que auparavant on avait un statut qui était compris dans une seule loi. Aujourd'hui, le droit de la copropriété, il faut aller piocher un peu à droite et à gauche pour retrouver les différentes dispositions. Donc cet éparpillement des textes est quelque chose de regrettable et qui complique la vie des professionnels, ça c'est évident. J'aimerais aussi que nous puissions évoquer les professionnels de la copropriété, les syndics. Est-ce que l'idée de créer un ordre des syndics, idée qui refait surface dernièrement dans les conversations, vous semble bonne? Ce qui me semble bon, c'est qu'il y a une déontologie des syndics. Un ordre, c'est un organisme qui est là pour faire respecter la déontologie. Oui. Or, à l'heure actuelle, il existe déjà un code de la déontologie. Un code très limité entre nous. Le syndic doit être agréable ou aimable avec son confrère. Bon, très bien. Mais un code renforcé de déontologie, sans doute. Qui doit faire respecter cette déontologie? À l'heure actuelle, celui qui fait respecter la déontologie, c'est le gouvernement. Donc, il y a quelque chose d'assez choquant à ce que la déontologie, l'application, le respect des règles éthiques des syndics soit remise à l'appréciation des services du gouvernement. Ça me choque. Ça me choque d'autant plus que le CNTGI, dans sa version antérieure de 2014, devait avoir en quelque sorte ce contrôle sur le respect des règles éthiques par les syndics. Et le texte a été modifié par la loi Elan, qui théoriquement lui accorde au CNTGI une commission de discipline. Mais en réalité, cette commission de discipline n'a pas de pouvoir, sinon de transmettre les dossiers contentieux, j'allais dire, à la DGCCRF. Et au surplus, cette commission de discipline, de discipline, n'a même pas été créée par le gouvernement. Donc, à l'heure actuelle, on est loin de
dans la théorie, j'allais dire, de ceux qui nous gouvernent, d'un ordre, puisque l'ordre, il est confié à la profession elle-même. Alors c'est vrai que leur argument, c'est de nous dire que l'ordre concerne les professions libérales, pas les professions à vocation commerciale. Bon, voilà. Que dire ensuite des commissions de discipline qui sont instituées, par exemple, par les syndicats professionnels ? Elles fonctionnent depuis l'origine. Et c'est une très bonne chose. Si j'adhère à un syndicat, c'est que je m'engage à respecter un certain nombre de règles. Et si je ne les respecte pas, eh bien j'en rends compte à mes pairs. Ça me paraît parfaitement évident. Et il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait parallèlement le respect d'un texte national et le respect des obligations que je souscris en m'associant à ce syndicat. Est-ce que la question n'est pas finalement celle du public et des copropriétaires qui peut-être n'ont pas pouvoir de saisir une commission de discipline d'un syndicat ? Oui, alors là c'est toute la question. Enfin, saisir, bon, ils peuvent, hein, de toute façon, si un copropriétaire estime être victime d'agissements regrettables de la part du syndic, ils peuvent très bien saisir la chambre, que ce soit l'UNIS, que ce soit l'AFTAIM par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. La question est de savoir si, véritablement, les copropriétaires doivent siéger d'une façon ou d'une autre dans ces commissions de discipline, quel que soit leur nom, l'ordre ou pas. Là, j'avoue que je ne suis pas convaincu. Je considère qu'effectivement, c'est la profession qui s'autorégule, ce ne sont pas les tiers. Mais je suis là dans une idée qui est contraire à l'économie actuelle, puisque, je le disais tout à l'heure, le consumérisme est entré dans le droit de la copropriété, il est entré très très fortement, notamment effectivement avec le contrat type, le tout sauf, hein, qui fait que le syndic est soumis à des règles générales extrêmement strictes. Il a peut-être une responsabilité d'ailleurs dans la publication de ces textes par certaines erreurs qui ont été commises par le passé, qui avaient été dénoncées avant l'instauration de ce contrat tout sauf. Mais malgré tout, le consumérisme a pris une place qui me semble un peu trop importante au regard d'un droit et de, j'allais dire, une activité qui n'est quand même pas, qui ne relève quand même pas de la consommation. Alors, le nœud du problème réside-t-il dans ce contrat, justement ? Je crois qu'on aura du mal aujourd'hui à le changer, très honnêtement. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que théoriquement, ce contrat doit être modifié tous les 2 ans. Hein, il doit être révisé tous les 2 ans. Or, depuis qu'il a été instauré, on a ajouté nombre de contraintes sur le syndic. Je ne parle pas seulement de l'affichage du projet de convocation de l'Assemblée générale. Là, le dernier, bien entendu, je reviens encore à cette loi du 9 avril, ça va concerner la préparation de tous les dossiers pour solliciter des emprunts souscrits par la copropriété au profit des copropriétaires. Il va falloir que le syndic fasse de l'inquisition auprès des copropriétaires. C'est des tâches supplémentaires considérables. Or, depuis que toutes les tâches ont augmenté après la publication de l'arrêté, eh bien, on n'a jamais eu aucune révision du contrat. Donc là, ça me semble indispensable de faire cette révision du contrat le plus tôt possible et de tenir compte quand même des difficultés de la profession. Et quand on vous entend, finalement, on se dit, il tombe à point cet anniversaire des 60 ans, parce qu'il y a quand même bien des questions à soulever, à poser. Bien sûr. Et encore une fois, vous savez, on est parti en 73, la loi en 65 a été publiée, elle était parfaite. En 73, j'avais un associé qui s'appelait Albert Geofflu qui avait dit « il faut toiletter la loi ». Alors l'expression a mis son temps à se développer puisque c'est en 85 qu'on a toiletté la loi. Et depuis, on l'a dénaturée. Donc, modifier le texte, essayer de retrouver l'esprit d'origine, les grandes bases qui étaient celles du président Capoulade, c'est quand même une lourde tâche et il y a encore de quoi réfléchir. Nous sommes pourtant à un tournant puisque je pense par exemple à cette grande ambition de la rénovation énergétique. Oui, bien sûr. Cela pose les choses en fait. Peut-être que nous sommes en train de basculer d'un monde à l'autre et il va bien falloir accompagner les copropriétés. Il paraît qu'on les accompagne. Mais on les accompagne en réduisant à l'heure actuelle les fonds nécessaires. Donc,
Là, c'est un problème qui dépasse, j'allais dire, la gestion des immeubles en copropriété, celui du patrimoine proprement dit. Et puis c'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans l'évolution de la loi, il y a essentiellement le constat qu'avait fait d'ailleurs le président Capoulade, que la copropriété, elle est dans la cité. Et qu'aujourd'hui, finalement, droit public et droit privé se mélangent de façon très étroite et qu'il faut trouver des solutions pour pérenniser les copropriétés qui passent forcément par l'intervention de la puissance publique. J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Pourriez-vous partager avec nous votre plus beau souvenir en tant qu'avocat au service de la copropriété ? Je n'en ai pas qu'un, j'ai surtout des souvenirs. Bon, mon premier souvenir, c'est la période où on a construit la jurisprudence sur la copropriété, construite soit à ses dépens d'ailleurs, oui. Soit au contraire, on a obtenu de bonnes décisions. Et c'est aussi, par exemple, le fait d'avoir pu intervenir modestement dans la progression de la loi. Par exemple, nous avons obtenu, dans le cadre d'une copropriété en difficulté, avec des immeubles sur dalles, nous avons, une petite équipe, réussi à diviser, à scinder une grande copropriété pour sauver les immeubles. Or, à l'époque, le texte ne le permettait pas. Le juge a évolué, le juge a compris et nous a permis de le faire. Mais à la suite de cette première décision, bien, nous avons une modification de la loi Elan qui permet aujourd'hui aux juges, effectivement, de scinder les copropriétés sur dalles. Voilà des grandes satisfactions. Mais encore une fois, le plaisir, c'était celui de se retrouver d'abord entre gens qui aiment la copropriété. Et ça, c'est assez amusant parce que j'enseigne toujours à Paris le droit de la copropriété et les étudiants viennent à la matière avec réticence. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'obtenir ce que m'a dit une étudiante hier. Ah, c'est passionnant le droit de la copropriété. Donc ce qu'on voudrait, c'est que tous les intéressés soient passionnés par la copropriété. Et qu'ils deviennent... On ne considère pas que c'est un tout petit droit, non. C'est quelque chose d'essentiel. Et qu'ils deviennent des professionnels passionnés de leur métier aussi. Absolument. Et je vous remercie, cher maître, d'être venu au micro partager avec moi ce moment de réflexion sur ce texte essentiel qui est la loi de 1965. J'espère que ce podcast, chères auditrices et chers auditeurs, vous aura plu également. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode et vous dis à très bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.